Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en lumière les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, tous les talents de nos régions et de nos belles régions de France. Que vous soyez donc chef d'entreprise, créateur ou opérationnel, nous vous invitons chaque semaine à venir partager avec nous votre expérience et nous dire ce que c'est de vivre et de travailler dans nos belles villes de France. Alors la semaine dernière, nous étions à Rouen. Cette semaine, nous filons dans la région Grand Est et Strasbourg. Et pour en parler, je reçois deux grands acteurs qui contribuent au dynamisme de la ville et de la région. À ma gauche, Pierre Schmitt, PDG de Velcorex et de nombreuses autres entreprises. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Jean-Christophe Anna, vous aussi fondateur du groupe RMS Touch et de nombreuses autres entreprises, RMS Training, RMS Conf. On va voir ensemble tout à l'heure que vous cernez la totalité de la réflexion actuelle sur le recrutement et puis cette petite révolution qui est venue avec les réseaux sociaux. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, on a en deuxième partie d'émission Élodie Franco-Dacruz, qui est chargée d'études chez Viadeo. Élodie nous dira tout sur l'attractivité de la ville de Strasbourg, comment elle est perçue, et puis elle nous dira également quel est le classement exclusif Viadeo des entreprises les mieux notées par leurs employés sur le réseau. Et puis, pour terminer, n'oubliez pas que cette émission est en live. Elle est diffusée sur Facebook et sur Twitter. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Nos invités y répondront en direct. French Talent, c'est parti. On commence avec vous. Pierre Schmitt, quelle histoire, quelle aventure, j'ai envie de dire, avec ce parcours que vous avez eu finalement toute votre vie pour défendre, becs et ongles, une filière qui a été un petit peu mal aimée, presque laissée à l'abandon. Et vous êtes en train de la ressusciter. Comment on est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises dans cette filière textile? Tout simplement, d'abord, il faut y croire. C'est important de croire en quelque chose. On ne peut pas avancer dans la vie si on croit en rien du tout. Donc moi, je crois dans le textile. Il y a des gens qui croient en Dieu, d'autres en Allah. Et certains croient en rien du tout. Mais moi, je crois dans le textile. Pourquoi je crois dans le textile? Parce que je crois que c'est notre histoire. C'est 2-3 siècles d'histoire textile qui remontent à 1746 à travers l'histoire de DMC, de Mulhouse, que tout le monde connaît. Et cette histoire a laissé quand même des savoir-faire absolument impressionnants. Moi qui m'impressionne, personnellement, qui m'impressionne encore tous les jours, quand je traverse les ateliers, quand je vois nos collègues qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience, que ce soit à la coupe chez Velcorex, que ce soit au tissage ou ailleurs, moi ça m'interpelle et je respecte ça. Et je pense que c'est le profond respect du passé qui permet de préparer l'avenir. On ne peut pas se lancer, on ne peut pas concevoir l'avenir si on ne respecte pas le passé. Je crois que quelqu'un qui a dit, je ne sais plus le philosophe, qui a dit les gens qui n'ont pas le profond respect du passé ne sont incapables de se lancer, de se projeter dans l'avenir. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ce patrimoine, parce que le patrimoine textile, ça veut dire quelque chose, ce n'est pas des bouts de chiffon. Ça veut dire que vous avez toute une pléiade d'expériences, de talents dans toutes les entreprises. C'est ce qu'on appelle le capital immatériel. Et malheureusement, ce capital immatériel, dans un compte de bilan, il ne vaut rien du tout. Et c'est ça qui m'a toujours choqué. Je pense qu'il faut réhabiliter ce capital immatériel, qui est un capital aussi de notoriété. Vous savez qu'on a 4 marques. Velcorex qui remonte à 1828, c'est plus vieux que le Figaro d'ailleurs, parce que vous avez 150 ans. Nous, on est né en 1828, donc c'est une très vieille dame et qui est connue sur toute la planète. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Chine, tout le monde connaît Velcorex. Alors Velcorex, c'est du velours. C'est du velours et du sportswear et plein d'autres choses. Mais c'est du velours, c'est le leader, c'est la dernière entreprise en France qui fait du velours, c'est la plus grande entreprise en Europe qui fait du velours et c'est la plus connue sur la planète. Donc c'est un capital absolument incroyable. Alors ce qui est tout à fait intéressant avec vous, c'est que d'une part, vous défendez donc une filière historique, donc vous vous ancrez vraiment dans le patrimoine industriel français et en même temps, vous êtes leader dans l'innovation avec des produits tout à fait originaux et c'est aussi pour ça que vous êtes connu. Donc vous êtes à la fois le lien, le pont entre le passé et l'avenir et c'est avec Velcorex que vous faites finalement vos plus belles innovations ou c'est aussi avec les autres marques? Avec toutes les marques. Je pense que le textile aujourd'hui, s'il n'est pas ancré quotidiennement dans l'innovation, il est mort. Pour nous, c'est une question de survie. Je pense que depuis des années, nous sommes vraiment mobilisés, et pas uniquement, mais c'est toutes les équipes qui sont mobilisées quotidiennement parce que nous sommes obligés de lutter
contre des concurrents qui respectent malheureusement aucune contrainte que nous, on est obligé de respecter. Alors c'est qui les concurrents? Les Indiens, les Chinois? C'est toute la planète aujourd'hui. Et puis malheureusement, ces gens-là produisent en respectant aucun environnement écologique, vous le savez très bien. Absolument. Et en plus de ça, on importe ces produits sans la moindre vérification. C'est aussi un scandale. Si les gens savaient tous les colorants toxiques qu'ils portaient sur leur peau, je pense qu'ils changeraient aussi un peu d'avis. Il y a aussi une information à faire à ce niveau-là. Mais l'innovation est ancrée dans notre ADN. Et je peux en parler de beaucoup de produits. Évidemment, on n'a pas assez de temps. Je citerai juste un produit que j'ai sous la main. Le tissu que vous voyez ici, c'est de l'ortie. De l'ortie française. De l'ortie française, c'est 100%. C'est un fil qui est 100% ortie. Il faut savoir que dans le passé, il y avait déjà de l'ortie, on faisait déjà du tissu avec de l'ortie, même les Égyptiens, donc c'est une vieille affaire, et on a tout oublié. Donc aujourd'hui, on a réhabilité ce savoir-faire, évidemment en mobilisant toute la filière et tout plein de partenaires, mais c'est une révolution aussi écologique, et c'est aussi une révolution technologique. Nous travaillons dans un écosystème absolument hallucinant, parce que la plateforme de Mulhouse est une plateforme unique en Europe, et il y a très peu de gens qui le savent. Nous sommes entourés de laboratoires, d'écoles de chimie, d'écoles textiles, l'ENSISA, le laboratoire, l'école de chimie de Mulhouse, qui est très connue, qui a été créée d'ailleurs par l'industrie textile. Donc il faut réhabiliter cette école, il faut la réhabiliter dans notre environnement, et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers des nouveaux programmes de recherche. Et je pourrais aussi citer donc, le laboratoire LPIM, qui est un laboratoire d'envergure internationale et qui travaille sur la photopolymérisation. Pour faire court, on est capable demain de fixer les colorants avec des rayons UV. Donc sans eau, sans vapeur et tout ça. Donc c'est une révolution majeure. Alors aujourd'hui, vous avez, vous m'avez dit, 150 salariés disposés donc dans les 4 sociétés. Vous avez beaucoup d'ingénieurs parce que quand vous nous parlez, il y a une dimension donc chimique, ingénierie qui nous paraît très importante. Tout à fait. Et qui n'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite quand on pense filière textile. La chimie a été créée par le textile. Il ne faut jamais l'oublier. Une bonne partie de la chimie de même baloise, qui est connue, est alimentée par les filières textiles de Mulhouse. C'est une vieille histoire d'amour. Et malheureusement, cette histoire d'amour, à un moment donné, a été brisée. Et c'est là où le textile s'est paupérisé. Donc le tout, c'est de recréer ce que nos anciens faisaient très bien. On n'invente pas la Lune. On essaie juste de recréer un écosystème avec des écoles qui sont complémentaires à notre industrie. Et moi, je me régale tous les jours de voir le potentiel de création qu'on peut obtenir en mobilisant les laboratoires et les écoles. C'est un véritable régal et je pense que personne ne peut anticiper toutes les innovations qui vont sortir de ce nouvel écosystème. Alors Pierre, vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes en concurrence presque déloyale avec ces concurrents qui appartiennent souvent d'ailleurs aux pays du tiers-monde, qui n'ont pas de contraintes comme celles que vous avez. Vous arrivez à être toujours compétitif à l'export malgré ces contraintes auxquelles vous astreignez et c'est tout à votre honneur. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'image de la France. Moi je me suis baladé sur toute la planète. L'image de la France, et notamment dans le domaine évidemment des arts du textile, est absolument incroyable. Nous avons un capital d'image qui est totalement sous-exploité. Je pense que si les entreprises pouvaient se rendre compte de ce capital d'image, je pense que tout le monde prendrait son bâton de pèlerin et irait et partirait. Et nous, ce qu'on fait, parce que non seulement on a des matériaux innovants, nous avons une culture, une sensibilité, une histoire, et c'est ça que les Japonais, par exemple, on exporte dans tous les pays du monde, que ce soit le Brésil, le Mexique, l'Australie, Chine et Corée, et notamment le Japon. Et je prendrai juste comme exemple, le Japon adore notre histoire, il adore la France, et l'histoire textile française les impressionne. Et nous avons là tout à fait la capacité de les séduire avec des produits innovants, de qualité. Nous sommes évidemment, nous n'allons jamais gagner la guerre avec les prix, tout le monde le sait, mais tout le monde n'achète pas des textiles à 2-3 euros. Et on a besoin on travaille aussi avec Chanel, donc effectivement nous avons des noms prestigieux, on travaille avec Ralph Lauren, on travaille vraiment avec toutes les grandes marques, et on a la capacité de les séduire, de les surprendre avec cette histoire et avec ces nouveaux matériaux. Alors aujourd'hui, est-ce que dans vos 4 sociétés vous recrutez? Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que ce sont des profils qui sont difficiles à trouver? Est-ce que recruter aujourd'hui dans la filière textile, c'est un challenge ou au contraire, il y a beaucoup de candidats? Comment la situation se présente pour vous? Et comment se présente l'avenir par rapport à cet enjeu-là?
Alors, si vous voulez, vous mettez des ressources humaines. Vous mettez le doigt, évidemment, sur un problème qui touche pas mal d'entreprises, pas uniquement le textile. Hein, on a évidemment une population relativement âgée dans beaucoup d'entreprises, mais depuis quelque temps, le regard des jeunes générations change radicalement sur le textile. Et nous sommes assez surpris de voir des jeunes ingénieurs chimistes et textiliens qui viennent frapper à notre porte pour demander des stages et qui découvrent un monde en pleine ébullition où ils ont également des responsabilités concrètes sur le terrain. Parce qu'on a pu séduire des ingénieurs qui auraient pu partir, par exemple, dans l'industrie chimique de Bâle et qui viennent chez nous. Pourquoi? Parce que c'est une dimension humaine et elles sont responsables de leur innovation. Elles sont responsables du produit qu'elles peuvent imaginer demain. Et c'est cette capacité de se concrétiser, de réaliser des choses et de ne pas être uniquement un petit soldat dans une grande structure. Je pense qu'aujourd'hui, le textile doit être géré par des hommes. Moi, j'ai connu le grand DMC il y a 20 ans. C'était une grosse structure où les gens étaient plutôt des petits soldats. Or, nous, aujourd'hui, on capitalise sur l'intelligence, sur l'initiative humaine de chaque personne. Et l'alliance de l'expérience et de l'enthousiasme et de la passion des jeunes, ça fait la meilleure recette pour développer une entreprise pour l'avenir. Jean-Christophe Anna, ça doit vous parler, hein, ce que nous raconte Pierre Schmitt. Et cette histoire de patrimoine, j'y suis également très attaché. Donc je découvre un petit peu cette aventure et cette épopée. C'est un client potentiel pour RMS Touch, hein, éventuellement. Alors nous intervenons auprès de tout type d'entreprise. Et paradoxalement, alors que je suis strasbourgeois de naissance et que j'habite Strasbourg, aujourd'hui, nos clients sont principalement parisiens quand même. Oui. Alors nous avons des grands clients également en région, mais c'est plutôt des clients de la taille de Michelin. Donc sur le territoire local, Alsace et Grand Est, j'interviens finalement assez peu parce que nous ne sommes pas forcément identifiés comme des acteurs locaux. Quelquefois on m'appelle en imaginant que je suis parisien alors que je leur dis bah non, je suis strasbourgeois. Eh ben voilà, votre premier prospect dans la région. Bon, alors Jean-Christophe, c'est intéressant que vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce que c'est ce dispositif en fait que vous avez mis en place avec ces différentes entités. Alors est-ce que d'abord ce sont des sociétés différentes ou est-ce que c'est une même société avec des départements différents? Et puis peut-être que vous pourriez nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est RMS Conf et les différentes entités. Alors déjà, effectivement, c'est pas un groupe, hein, c'est une toute petite structure qui a plusieurs marques. Tout simplement. Et comme les deux grandes marques de l'entreprise sont RMS Conf, l'événement dont on va parler, et RMS News, le média, en 2015, quand j'ai dirigé la société tout seul après le départ de mon ex-associé, j'ai rebaptisé l'entreprise RMS Touch parce que l'acronyme RMS était le plus connu. Qu'est-ce que ça veut dire RMS? Alors, à l'origine, recrutement mobile et social, oui. Même si aujourd'hui, l'activité de l'entreprise tend à se diversifier et on élargit notre scope d'intervention également à ce que j'appelle l'expérience collaborateur, donc l'expérience candidat d'un côté, l'expérience collaborateur de l'autre. Donc nous formons des recruteurs, que ce soit en cabinet de recrutement, que ce soit dans les entreprises et les organisations. Nous formons ces recruteurs à l'utilisation des réseaux sociaux, tels Viadeo, tel LinkedIn forcément, ou même la recherche de candidats depuis Google, donc c'est ce qu'on appelle le sourcing, l'identification, la recherche, l'approche des candidats. Nous formons également à toute la philosophie du recruteur et au métier du recruteur, de l'identification du besoin jusqu'à la conduite de l'entretien et au choix du collaborateur. Et nous formons également ces mêmes professionnels sur l'animation de communauté. Donc d'un côté c'est la traque, on va dire avec le sourcing, de l'autre c'est la drague, comment j'attire, comment je séduis les candidats pour en faire des collaborateurs en animant une communauté via une page Viadeo, une page LinkedIn, une page Facebook, un compte Twitter. Donc voilà, nous formons tous ces professionnels et nous intervenons de plus en plus dans les entreprises pour ouvrir également sur les impacts de la digitalisation sur la fonction RH et sur l'entreprise au sens très large. On peut parler de robotisation, d'automatisation et tous les impacts que ça va avoir sur la disparition potentielle d'un certain nombre d'emplois, sur l'adaptation des entreprises par rapport à cette réalité. Voilà, donc nous intervenons sur un scope de plus en plus large et l'événement RMS Conf également a suivi cette tendance depuis 2 ans. Alors, quand est-ce qu'il a lieu cet événement? En octobre. Il a lieu le 9 octobre. Ouais, c'est ça. Et alors j'en profite puisque je suis accueilli ici par Viadeo et par Figaro Classifieds pour dire que Viadeo et Cadre Emploi font partie des partenaires qui sont associés et qui sont fidèles à l'événement depuis quasiment le début et qui nous permettent de réaliser cette grande messe
de l'innovation en matière d'expérience talent. Là, pour le coup, c'est à Strasbourg ou c'est à Paris? Non, c'est à Paris depuis le début, depuis 2011. Et pour la 8e édition, alors nous changeons de lieu cette année, puisque nous étions depuis 5 ans au Tapis Rouge, qui est un lieu historique de Paris pour être le premier grand magasin parisien avec le Bon Marché. Oui. Et je parle du Bon Coin forcément, parce que c'était le sponsor principal de notre édition. C'est un joli lapsus. Et de l'autre côté, nous changeons de lieu pour aller au 104 cette année. Donc le 104 à Paris, qui là aussi est un lieu chargé d'histoire, puisque ce sont les anciennes pompes funèbres de Paris, avec des écuries, donc les corbillards, les cercueils, dans le 19e. Dans le 19e. Étaient construits sur place. Il y avait tous les corps de métier, du menuisier jusqu'à ceux qui conduisaient les corbillards avec les chevaux. Donc c'est un lieu assez unique qui a été métamorphosé par Delanoë à l'époque pour en faire un lieu de vie où vous avez du breakdance, des acrobates, des danseurs, des personnes qui font... Alors il y a des expos évidemment et des personnes qui font du yoga ou de la méditation. Donc c'est un lieu qui vit toute la journée et nous allons privatiser les 2/3 à peu près de cet espace pour organiser notre événement. Et nous attendons cette année, alors qu'on en avait 800 l'an dernier, 1200 participants. Donc tout l'écosystème en fait, sur un événement comme ça. Mais ce n'est pas ouvert au public. Non. C'est vraiment un salon réservé aux professionnels, aux recruteurs. Exactement. Alors les recruteurs. Chasseurs de tête également. Oui, tout à fait. Donc les recruteurs, qu'ils soient en entreprise ou en cabinet. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle talent acquisition aujourd'hui. Mais aussi toute la partie talent management. Donc encore une fois, les personnes qui sont chargées d'attirer. Qu'est-ce que c'est le talent management? C'est les personnes qui vont attirer. Non. Les talent acquisition, c'est l'attraction. D'accord. De l'autre côté, vous avez le talent management, c'est une fois que le candidat est devenu collaborateur, du premier jour dans l'entreprise jusqu'à sa sortie de l'entreprise, c'est la vie et l'accompagnement de ce collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise. Donc l'évolution professionnelle, les perspectives de carrière, la formation, évidemment tout ce qui relève de la mobilité, quelles sont les personnes avec lesquelles il peut interagir, tout ce qui relève du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. C'est la vie du collaborateur dans l'organisation. Comment vous avez eu l'idée de partir sur ce concept avec cette digitalisation qui s'est beaucoup accélérée? Depuis quand finalement? Depuis 2011, 2012? À partir de quel moment ça rentre dans la tête des recruteurs qu'il y a ce pas à franchir? Alors ça c'est intéressant parce que justement LinkedIn c'est 2003, Viadeo qui s'appelait Viaduc à l'époque c'est 2004, donc c'est quand même pas tout jeune aujourd'hui. On a tendance à oublier. Ça date de Facebook. Exactement, c'est la même période. Et à ce moment-là, l'idée était de mettre en relation des professionnels. Donc c'était du networking, puisque ce sont quand même des réseaux sociaux professionnels. On a tendance à l'oublier. Et dans un premier temps, que ce soit Viadeo en France, LinkedIn aux États-Unis, avant pour les deux structures de s'élargir à l'international, c'était de permettre aux professionnels d'être en relation, interconnectés. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc de profiter de la puissance du réseau de chacun, mais également de faire du business. Et le recrutement et la recherche d'emploi n'étaient que la troisième activité de ces outils. Or, à partir d'une taille critique, quand vous avez un certain nombre de personnes inscrites, vous avez nécessairement en puissance des candidats d'un côté et des recruteurs de l'autre. Et au fur et à mesure, et j'étais l'un des tout premiers à avoir cru au potentiel extraordinaire de ces outils, tant pour les candidats pour trouver un boulot et booster leur carrière, que pour les recruteurs pour trouver des candidats, forcément ces deux outils se sont mis à développer des fonctionnalités orientées recrutement, et puis des personnes comme moi avons engagé et entraîné plutôt les candidats à utiliser ces fonctionnalités pour trouver les bons interlocuteurs, adresser la bonne candidature au bon moment et booster une candidature, taper directement à la porte du recruteur. Et donc aujourd'hui, c'est devenu la principale activité de LinkedIn et de Viadeo et de Xing sur la partie germanophone. Réellement, c'est la recherche d'emploi d'un côté et le recrutement de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils, contrairement à tout ce qui avait existé par le passé, ont mis à égalité les deux interlocuteurs, les deux protagonistes de cette relation. Parce qu'avant que les réseaux sociaux comme Viadeo et LinkedIn se développent, le recruteur avait une vision assez limitée du candidat, le CV. Le candidat n'avait que très peu d'informations sur l'entreprise et encore moins sur la personne, Madame X ou Monsieur Y, qui allait le recevoir en entretien. Ça, Pierre Schmitt, c'est intéressant pour apprendre encore mieux comment communiquer, comment brander votre marque, parce que c'est comme ça qu'on attire finalement les talents. Le but, c'est d'attirer les talents et donc il va falloir brander. Et à partir de ce moment-là, les deux protagonistes ont eu accès aux mêmes outils pour avoir exactement autant d'informations l'un que l'autre. Et brander, alors d'un côté le candidat
il véhicule et il cultive son identité numérique et donc sa marque personnelle, le personal branding. De l'autre côté, l'entreprise va cultiver son employer branding, donc sa marque employeur pour attirer. Et donc les deux ont autant d'informations. Et je suis candidat, j'ai un entretien demain avec Monsieur X, je peux aller consulter le profil de Monsieur X et avoir autant d'informations sur lui qu'il n'en a sur moi, ce qui est vraiment complètement nouveau. Absolument. Et j'ai accès à cette personne et j'ai accès au profil de tous les collaborateurs de l'entreprise et notamment des personnes qui pourraient être mes collègues demain. Donc ça, c'est vraiment, ça a changé complètement la donne. Pierre Schmitt, vous nous disiez tout à l'heure que c'est difficile, c'est toujours un challenge d'attirer finalement des talents. Est-ce que vous, au sein de vos entreprises, vous avez entamé une réflexion telle que Jean-Christophe nous l'explique un petit peu, pour justement projeter une image attirante, performante, innovante auprès des jeunes candidats qui sortent des écoles et qui sont potentiellement les futurs dirigeants de l'une de vos entreprises d'ici 10, 15 ou 20 ans? Moi, j'ai bien écouté Jean-Christophe et je crois qu'effectivement, il a très bien résumé les enjeux aujourd'hui du recrutement. Mais honnêtement, ça a déjà commencé, comme je disais avant, l'image de notre filière a complètement changé déjà. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant à provoquer un choc auprès des futurs candidats. Et c'est d'autant plus important, vous parlez de la communication, nous avons un projet actuellement en cours de maîtriser notre propre distribution, parce qu'on va lancer une marque qui va s'appeler Matière Française. Donc la communication va être déterminante, notamment sur le net. Donc évidemment, on va chercher des nouveaux talents au niveau de la communication, au niveau pour la maîtrise de cette distribution. Donc on recoupe aujourd'hui énormément de professions, énormément de savoir-faire qui vont de la maîtrise de la matière première sur le plan agricole, à travers toute la transformation, à travers toute la chimie moderne aujourd'hui, à travers évidemment tous ces nouveaux métiers et surtout évidemment en incluant la communication, la distribution. Donc je suis tout à fait en phase avec Jean-Christophe et je pense on peut offrir dans les prochains temps une très belle aventure à une véritable histoire industrielle, parce que c'est vrai que cette histoire industrielle qui remonte à des siècles va pouvoir se projeter dans l'avenir avec les nouvelles méthodes de communication. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont frapper à notre porte et on s'en réjouit d'avance pour nous accompagner. Un dernier mot, Pierre, avant de vous libérer. L'introduction en bourse, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et on voit que rien ne vous arrête. Oui, c'est tout à fait d'actualité, mais nous sommes en même temps des gens prudents, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver les bons partenaires. Et donc, ce qui a été fait, nous avons sélectionné, il faut préparer les dossiers, et c'est prévu pour le mois de septembre. Bon. Donc aujourd'hui, c'est un projet. Le mois de septembre, c'est demain. C'est demain, et puis on a constaté aussi que tous les investisseurs qu'on a approchés de près ou de loin sont vraiment subjugués par notre histoire. Donc on est très confiants de trouver les moyens justement pour nous accompagner, parce que ça nécessite évidemment de gros investissements, et l'industrie française et notamment textile a beaucoup souffert ces dernières années de beaucoup de sous-investissements. Donc maintenant, il faut une fois qu'on sait où on veut aller, nous on sait où on veut aller, il faut se donner les moyens. On vous fait confiance en préparant cette émission et en tombant sur un article de presse vous concernant. On vous décrivait comme un infatigable bagarreur. Eh bien, voilà, on en a la preuve aujourd'hui. La filière textile en Alsace, elle est dans de bonnes mains, on a l'impression. Dans la vie, vous savez, il n'y a que deux choix. Ou bien vous dites rien et vous êtes un esclave, ou bien vous battez pour rester libre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais plus qui l'a dit. Donc la vie, c'est un combat tous les jours. Absolument. Et puis ce combat, ça maintient aussi. La vie, c'est fait pour se battre d'une certaine manière. Vous êtes une sorte d'entrepreneur indigné, finalement, contre... Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on ne peut pas être indigné par l'état du monde? Franchement, même à mon âge, à 20 ans, il est normal qu'on soit indigné, mais même à mon âge, je suis toujours indigné. Quand je vois les ravages sur le plan écologique avec le coton, avec la consommation, c'est à cause de ça qu'on a fait l'ortie, je pense qu'il y a de quoi être indigné. On fait n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a le droit de faire n'importe quoi. On veut être un entrepreneur qui respecte l'environnement, qui intègre l'environnement dans ses transitions écologiques et peut créer un nouveau concept de produit et d'entreprise. Et c'est ça notre challenge, effectivement, d'intégrer les collaborateurs dans une structure où l'homme reste le centre de décision d'une entreprise et pas uniquement les structures et les organigrammes. Pierre Schmitt, on ne se fait aucun souci pour vous, mais néanmoins, on vous souhaite quand même bon courage, bonne chance, parce que l'aventure, elle est loin d'être terminée. Je suis sûr qu'on va encore entendre... J'espère vous revoir, vous raconter le prochain épisode. En fait, ça conserve bien de se battre. Hein. Absolument, tout à fait, beaucoup mieux que de rien faire.
Tout à fait. Merci. Merci. On va continuer, Jean-Christophe, parce qu'on a beaucoup parlé des recruteurs. Et là encore, en préparant l'émission, moi j'étais sûr que les digital natives, ils étaient mais super à l'aise pour brander leur nom, savoir se présenter sur les réseaux, etc. Et en fait, vous m'avez dit, mais pas du tout. Ils savent échanger sur Snap et Facebook, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans une dimension professionnelle, ils sont pas du tout au fait de ce qu'il faut faire. Ça, c'est intéressant parce que on pouvait s'imaginer qu'ils s'étaient appropriés naturellement tous les outils. Complètement. Et alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que je répète le même message, que j'interviens auprès des étudiants, auprès de jeunes diplômés dans les différentes écoles et les universités, pour les sensibiliser justement à la maîtrise de leur identité numérique et à essayer de maîtriser justement l'image qu'ils souhaitent véhiculer en ayant un profil notamment sur Viadeo, en ayant des présences sur Twitter et même sur Facebook. Comment aujourd'hui je contrôle ce que je souhaite donner comme image, sachant que d'un côté vous avez les réputations que vous allez subir, de l'autre l'identité numérique que vous façonnez, la somme des deux fait la marque personnelle, et donc oui, on s'aperçoit que ces jeunes ont beau être très à l'aise sur les réseaux loisirs, avec Instagram, avec Facebook, mais les codes de fonctionnement, les modes de fonctionnement des réseaux sociaux professionnels, ils ne les appréhendent pas bien, ils ne les maîtrisent pas bien. Et aujourd'hui, ne serait-ce que comment on construit et comment on remplit son profil, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps. Et alors, à contrario, on a de plus en plus de jeunes aussi qui ont compris l'importance du profil et mettent à jour leur profil et vont de plus en plus se passer d'un CV. Mais force est de constater que de nombreux jeunes, s'ils sont présents, et ça, on a quand même vu une belle augmentation depuis quelques années, n'ont pas encore nécessairement bien renseigné leur profil, alors ce qui est en train de se développer, que ce soit sur le mobile, que ce soit sur le web, et notamment sur le mobile, puisque l'expérience candidat proposée va de plus en plus vite, et on peut aujourd'hui postuler en un clic avec des boutons qui vont aspirer le profil sur LinkedIn, sur Viadeo, et c'est ce profil qui reconstitue les champs d'un CV. Donc on va de plus en plus postuler directement depuis un profil en ligne et non plus un CV. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant du coup dans le partenariat et dans le rachat de Viadeo par Cadre Emploi et par Figaro Classifieds, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces outils et que pour moi, même si je parle depuis des années de la mort du CV, la mort du CV tel qu'il a existé dans sa version papier puis dans sa version électronique, c'est que le profil aujourd'hui apporte une richesse en termes de multimédia avec de la vidéo, avec les recommandations d'autres, et que du coup il y a une complémentarité entre le CV si on veut aller à l'essentiel et avoir un document synthétique et la richesse du profil. Et là, les jeunes ont encore beaucoup à apprendre pour avoir des profils parfaitement bien renseignés. Alors, Élodie Franco da Cruz, qui est chargée d'études chez Viadeo, nous a rejoint. Mais avant, si on peut avoir le dessin de Milon, s'il est disponible, on va le regarder ensemble. Mon petit doigt m'a dit qu'à Strasbourg, ils ont réussi à transporter le génie de la cuisine à l'alsacienne. Mais où donc? Partout, dans l'éco, la culture et au-delà. Effectivement, bon. Élodie, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, cette ville de Strasbourg, est-ce qu'elle est attirante? Est-ce qu'elle est plébiscitée par les cadres et les jeunes aujourd'hui? Comment elle se situe? Alors, au premier abord, Strasbourg est une ville qui peut sembler peu attractive. Elle arrive d'ailleurs 10e du classement des villes préférées des cadres parisiens, classement réalisé chaque année par Cadre Emploi. Puisque, voilà, on a tous en tête qu'à Strasbourg, il fait froid, Strasbourg, c'est loin. Et la situation géographique n'est pas forcément idéale. Par contre, en fait, aujourd'hui... Ça fait moins rêver que Nice, Marseille... Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même loin de ces clichés. Strasbourg est une ville qui a beaucoup évolué et qui bénéficie d'un contexte économique assez favorable, notamment pour le marché de l'emploi des cadres. Et elle bénéficie aussi d'un bassin de l'emploi qui est extrêmement dynamique. C'est d'ailleurs la première ville pourvoyeuse d'emploi dans la région Grand Est, avec plus de 21 000 projets de recrutement pour cette année 2018. On a aussi à Strasbourg une forte présence du secteur de la banque et de l'assurance, notamment grâce à la présence d'entreprises comme le Crédit Mutuel, qui est d'ailleurs le premier pourvoyeur d'emploi de la ville. Et sans oublier que la ville accueille également 14 sièges sociaux de banques, ce qui en fait une des principales places bancaires en Europe. On a aussi à Strasbourg
D'autres éléments qui permettent de dynamiser davantage le marché de l'emploi, c'est aussi par le fait que la ville est frontalière avec l'Allemagne et que du coup on ait plusieurs grands groupes allemands qui soient implantés à Strasbourg, comme Lidl par exemple. Et on a aussi la présence de plusieurs sièges sociaux français de grands groupes internationaux comme Adidas ou encore Puma. Et la ville accueille également plusieurs grandes institutions comme par exemple le Parlement européen. Et en dehors de ça, Strasbourg, c'est aussi une ville où il fait bon vivre. Alors certes, le climat n'est pas idéal, puisque la ville n'a bénéficié en 2017, pour le petit point météo, que de 75 jours de soleil, ce qui peut sembler peu. Est-ce que ça vous a manqué, Jean-Christophe, le soleil? Non, mais je pense que là, alors c'est intéressant parce que je n'étais pas au courant. Peut-être que 2017 est une année à part, oui. Pour la simple et bonne raison que Strasbourg est une ville très ensoleillée. Sinon, nous n'aurions pas de vin en Alsace. Non, mais c'est important. Ah oui, il a raison. Et une ville beaucoup plus ensoleillée, par exemple, que Bordeaux. Strasbourg jouit d'une situation géographique exceptionnelle avec l'Allemagne et la Suisse à côté. On a la chance d'avoir une région très agréable à vivre. La route des vins, c'est exceptionnel. On a l'un des plus grands parcs de loisirs au monde avec Europa Park qui est à côté de Strasbourg. Vous avez piqué le Strasbourgeois au vif là. Non, mais j'ai dit que tout ça c'était des clichés, justement. Bien sûr, non, mais sur l'ensoleillement. En tout cas, Strasbourg, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre, qui a une taille parfaite, humaine, qui est quand même la 6e ou 7e ville de France, hein, donc c'est quand même pas rien, et qui est méconnue. Alors, elle est connue très souvent au moment de Noël et des fêtes avec le marché de Noël. On a aujourd'hui aussi une période tout à fait particulière avec 15 jours autour de la Saint-Valentin, Strasbourg, mon amour. Ouais. Et puis, nous avons toute l'année, alors on parlait de climat à l'instant, pour celles et ceux qui connaissent Lyon, c'est exactement, et j'en veux pour preuve, Valère, qui dans mon équipe habite Lyon et a vécu à Lyon pendant des années, exactement. Alors, Valère, c'est qui, Jean-Christophe? Vélard-Desmazières, c'est l'un des formateurs de l'équipe qui forme au recrutement et à la marque employeur. Et nous avons exactement le même climat, qui est un climat continental, donc il fait très chaud l'été et il peut faire plus froid l'hiver. Voilà, donc des saisons plus marquées. Qui alternent. Voilà. Élodie, on revient à vous. Eh ben, on revient à la ville à taille humaine, puisque évidemment c'est une ville où il fait bon vivre. On a un centre historique qui est très agréable, avec le quartier de la Petite France. On a également plusieurs grandes places vivantes, je pense que vous pourrez en parler mieux que moi. Et tout est aussi accessible à vélo. Exactement. Alors ça, c'est l'une des villes, je crois, en Europe, c'est la 3e ville pour son réseau de pistes cyclables. Influence de l'Allemagne. Voilà. Et j'allais parler justement des quartiers. Aujourd'hui, il y a 2 quartiers à Strasbourg qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, à la fois l'ellipse centrale, qui est le quartier vraiment français, avec les petites rues et ruelles, et le quartier piétonnier, et toute la Neustadt, qui est le quartier allemand, et qui, à l'époque, était l'un des défis des Allemands entre 1870 et 1914, l'un des moments où Strasbourg est passé de la France à l'Allemagne, puis de l'Allemagne à la France, où les Allemands voulaient faire de Strasbourg la plus belle ville d'Allemagne. Donc on a profité de cette, on va dire, dichotomie entre un centre historique, piétonnier, avec la cathédrale, avec les vieilles maisons alsaciennes, et de grandes avenues qui ressemblent un petit peu à ce que l'on peut trouver en termes de style haussmannien à Paris. Et donc on a un contraste entre les deux qui est très intéressant. Il est bavard, hein? Mais j'aime ma ville. Il a raison. Et on a aussi à Strasbourg un réseau de grandes écoles qui est non négligeable, ce qui fait de la ville de Strasbourg une ville très attractive pour les étudiants. Et sans oublier le TGV qui a complètement redessiné la carte de France. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 heures de TGV de Paris. 1h46. Voilà. Et on s'est aussi rapproché des grandes métropoles européennes. Merci Élodie. De rien Laurent. Merci. Alors on continue et on passe maintenant aux entreprises les mieux notées par leurs employés sur le réseau Viadeo. Alors pour la ville de Strasbourg, on a 253 entreprises qui ont reçu des avis et notations sur Viadeo. Les secteurs les plus représentés sont sans surprise la banque et l'assurance et aussi l'informatique, et on a à la fois des TPE, des PME et des grandes entreprises qui sont notées. Donc la 3e entreprise la mieux notée sur Viadeo pour la ville de Strasbourg, c'est le Crédit Mutuel, ce qui tombe bien puisque c'est le plus gros pourvoyeur d'emploi de la ville. Donc le Crédit Mutuel est né au 19e siècle en Rhénanie sous l'impulsion de Frédéric Guillaume Réfessen. En fait, à la base, c'était parti d'une initiative solidaire, et aujourd'hui, le Crédit Mutuel est une des banques de premier plan en France. Elle est constituée de 2131 caisses locales et se compose de 18 fédérations régionales.
Aujourd'hui, le Crédit Mutuel compte pas moins de 100 000 collaborateurs et met son expertise au service de plus de 31 000 clients, dont 29 000 particuliers. Numéro 2. Numéro 2, alors c'est l'électricité de Strasbourg SA, qui a été créée en 1899 à l'initiative de Strasbourg. C'est une société de distribution d'électricité et de commercialisation de gaz et d'électricité dans le Bas-Rhin. La société est aujourd'hui rattachée au groupe Électricité de France et l'entreprise compte plusieurs activités au service du territoire. Elle est fournisseur d'énergie et de services associés, elle est gestionnaire de réseaux de distribution et intervient également dans le développement des énergies renouvelables. Et l'entreprise est très engagée pour son territoire. C'est un acteur majeur de la transition énergétique, de la performance sociale et environnementale. Et c'est aussi un grand acteur de l'innovation en Alsace. Tadam! Numéro 1. Alors, le numéro 1, vous le connaissez tous, je pense, c'est Arte, qui est donc la chaîne publique culturelle et européenne. Donc, elle est basée à Strasbourg et elle est financée à la fois par la contribution de l'audiovisuel public en France et en Allemagne. La mission d'Arte, en fait, elle est très simple, c'est de favoriser la compréhension entre les Européens. C'est pourquoi la chaîne est diffusée en 6 langues différentes, ce qui permet à 70% des Européens de visionner Arte dans leur langue maternelle. Et puis en termes de programme, on y retrouve un peu tout. Ça peut aller du film muet au documentaire culturel. Merci Elodie. Elodie qui est donc chargée d'études chez Viadeo. On continue, Jean-Christophe, vous avez écrit 2 livres, on peut peut-être les montrer, des livres qui répondent à la fois aux soucis des recruteurs et des candidats. Alors le premier c'est recrutement du papier au robot, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, que tout a changé. Alors ça, c'est un ouvrage qui s'adresse plus à qui? Aux candidats ou aux recruteurs? Alors aux deux, même si la première cible, c'est quand même les recruteurs. L'idée, c'est de partir de 1995 jusqu'à 2025, et donc de faire beaucoup de prospectives, puisque j'adore ça, et d'envisager 30 ans d'évolution de cette relation recruteur-candidat, en passant par l'émergence du web, des sites emploi, tel Cadre Emploi, qui était même présent sur le Minitel avant d'être présent sur le web, l'arrivée des réseaux sociaux professionnels et de tous les médias sociaux, et puis le mobile, qui a évidemment été une sacrée révolution. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le big data, demain, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Enfin, voilà, c'est d'essayer d'envisager toutes les évolutions et les impacts des nouvelles technologies sur l'avenir de cette belle relation. Deuxième ouvrage, puisque décidément vous êtes aussi prolixe à l'écrit qu'à l'oral, Job et réseaux sociaux, connectez-vous. Alors là, si je comprends bien, c'est quand même plus pour les candidats. Bien sûr, ça c'est le mode d'emploi que j'ai écrit en 2013. Recrutement du papier au robot date de l'an dernier, alors que celui-ci, c'était une commande d'Hachette en 2013, puisque j'avais un blog à l'époque qui s'appelle toujours et qui existe toujours Job 2.0 et où je partageais un certain nombre de conseils pour le candidat souhaitant faire évoluer sa carrière et dynamiser sa recherche d'emploi. Bon, 2013-2018, il faut nous faire une mise à jour. Ah bah, écoutez, au travail. J'ai un 3e projet de bouquin en cours, donc oui, on essaye. Bon, on va terminer cette émission. Juste avant, on fait un petit quiz. Hein. On a bien compris que vous étiez strasbourgeois dans l'âme, mais on va encore vous tester un petit peu sur votre amour pour cette belle ville. Alors, si demain je viens à Strasbourg et que j'ai envie de manger une bonne choucroute, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors pour la choucroute, il y a toutes les Windstube qui sont assez connues dans le Carré d'Or de Strasbourg, qui est une intersection de 2-3 rues dans le vieux quartier de Strasbourg à côté de la cathédrale, et où vous avez notamment les plus belles décorations lors du marché de Noël. Donc vous avez 2 restaurants, Le Clou et Chez Yvonne. Chez Yvonne était un restaurant qui accueillait régulièrement Jacques Chirac et Helmut Kohl à l'époque. Sinon vous avez, alors juste en face de la cathédrale, l'une des plus vieilles maisons de Strasbourg, qui est la maison Kammerzel, où vous pouvez manger la fameuse choucroute aux 3 poissons, qui est aussi un plat assez typique. Voilà. Donc, mais alors, ce qui est intéressant à Strasbourg, c'est que vous avez aujourd'hui une offre de restaurants assez exceptionnelle, mais aussi de restauration, on va dire plutôt moderne et contemporaine, qui fait, qui contraste avec les Windstube, qui sont sur la nourriture, on va dire traditionnelle alsacienne. Alors finalement, vous passez plus de temps où à Strasbourg ou à Paris? Moi, j'habite Strasbourg quand même. Donc j'ai vécu 7 ans à Paris, mais depuis 10 ans, je suis revenu à Strasbourg, et donc je suis 2 jours par semaine à Paris les jeudis, vendredis. Le reste du temps, je suis strasbourgeois. Merci Jean-Christophe. Anna, je rappelle que vous êtes le fondateur de RMS Touch. Merci Elodie Franco da Cruz pour toutes ces informations très intéressantes.
French Talent, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Nous irons sur la Côte d'Azur à Nice. Et on remercie bien évidemment toute l'équipe technique. On vous souhaite à tous une bonne semaine et à vendredi prochain.